Charlotte Fouché-Zarmanian, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille qui a travaillé pour sa thèse de doctorat sur les créatrices autour de 1900, une version publiée de sa thèse est parue récemment, un très très beau livre, et qui aujourd'hui s'est engagée dans une recherche qui donc s'est un peu éloignée des créatrices pour toucher aux femmes productrices de savoir dans le monde artistique, et qui va nous parler de cette question-là. Donc, je vais vous parler d'un projet de recherche que je suis pour le moment, c'est un vaste chantier que je suis pour le moment en train d'amorcer et de développer, et au sujet duquel je souhaitais peut-être aujourd'hui vous proposer quelques pistes de réflexion et non des conclusions. On est dans un travail en cours et on n'est pas dans des conclusions déjà abouties, donc je vous demanderai toute votre indulgence, et peut-être que le débat, la discussion aussi me permettront d'y voir plus clair aussi. Donc peut-être que ce projet, d'un point de vue historiographique, cette recherche s'inscrit dans les travaux qui sont récents, mais qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à s'intéresser à la part des femmes dans les collections. Je pense au récent livre de Julie, aussi Les femmes critiques d'art, évidemment, et puis quelques ouvrages aussi sur les historiennes de l'art qui existent maintenant et qui prolongent désormais cette relecture de l'histoire de l'art au prisme du féminisme, qui avait donc débuté avec la réhabilitation des femmes artistes. Alors cette entreprise, elle doit évidemment ne pas se cantonner à l'histoire de l'art, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma proposition des questions, des réflexions posées à l'histoire de l'art, proposées à l'histoire de l'art, puisque c'est un chantier qui doit aussi se nourrir des travaux évidemment en histoire des savoirs, en histoire des intellectuels, et aussi en histoire de l'éducation et de la professionnalisation, en histoire des femmes également. Je propose d'articuler donc cette intervention très brève autour de 3 points qui ont déjà pu être évoqués auparavant. On va retrouver les questions de légitimation notamment, et les questions de sororité, de solidarité féminine que je vais un peu plus développer, et qui ont déjà été développées tout à l'heure. Et puis un 3e point très bref sur la scientificité, par lequel je terminerai. Alors, qu'est-ce que j'entends par savoir artistique? Évidemment, des savoirs théoriques, critiques, historiques sur l'art, mais aussi des savoirs plus empiriques, plus pragmatiques, on pourrait dire, notamment en lien avec la perception de l'objet d'art. Donc c'est le cas dans les pratiques de collection ou de mécénat, et puis des savoirs aussi économiques, puisque quand on parle aussi de collection ou de mécénat, il y a un lien avec la valeur marchande aussi de l'objet d'art. Donc s'intéresser aux savoirs et aux pratiques intellectuelles me permet, dans mon cas, de dépasser une lecture qui serait peut-être un peu monolithe des femmes, c'est-à-dire penser la critique d'art, penser l'historienne de l'art, la diplômée de l'école du Louvre comme des figures un peu figées, mais s'intéresser finalement au savoir artistique porté par les femmes permet, on va dire, d'ouvrir à des questions de mobilité, de circulation, ouvrir à ces questions de liens qui sont d'ailleurs au cœur de ce panel intitulé Médiatrice, et donc qui évidemment s'appuie sur des questions de circulation, et qui sont au cœur même de cette notion de savoir. Alors on peut prendre l'exemple, pour commencer, d'une série d'œuvres d'Edgar Degas que moi j'aime particulièrement. Il y a 20 œuvres autour de ce thème de Marie Cassatt au musée du Louvre. J'en ai montré 2, parce que on peut pas tout montrer. Donc ce sont des œuvres qui représentent donc Marie Cassatt, la consoeur de Degas, dans les salles du musée du Louvre. Ici, elle est accompagnée vraisemblablement donc d'une autre femme, donc de sa sœur Lydia, d'après ce qu'on lit dans les travaux d'histoire de l'art. Après, comme Degas a beaucoup travaillé sur les points de vue, en mettant une figure féminine, notamment les danseuses, et en travaillant sur les points de vue, les profils, etc., on peut penser aussi que ça peut être une femme vue de manière différente. Mais partons sur l'idée qu'il s'agit effectivement de 2 femmes. Ici, il me semble que le regard est le sujet du tableau, alors même que justement ces femmes ne nous regardent pas et qu'elles nous tournent concrètement le dos, comme c'est le cas de Cassatt, qui est donc ici représentée debout.
Ces femmes, premier point, ne sont pas dans la sphère privée, mais elles sont ici dans le lieu public du musée, sans être accompagnées, sans être, on pourrait dire, chaperonnées par des hommes. Elles s'affranchissent des traditionnels espaces de la féminité tels qu'avaient pu les penser Griselda Pollock. Donc ici, on est à une époque où les travaux de Janet Wolfe et d'Elizabeth Wilson l'ont montré. Dans cette seconde moitié du 19e siècle, il n'y a pas un clivage très net entre la sphère privée et la sphère publique, puisque notamment avec l'essor, par exemple, des grands magasins, les femmes vont de plus en plus aller dans l'espace public. Et Tony Bennett a montré dans son livre sur la naissance du musée que justement la visite au musée pouvait constituer pour les femmes un loisir acceptable, un loisir respectable. Donc voilà, on nuance un petit peu cette idée que aussi les femmes sont interdites de l'espace public. Le spectateur ici devine que le regard de Cassatt, même si elle est montrée de dos, converge donc vers les œuvres qui sont disposées sur les cimaises du musée à sa droite. Ces œuvres, elles sont floues, elles sont imperceptibles, on n'arrive pas bien à distinguer ce qu'elles représentent, puisque ici, il me semble que peu importe ce que Cassatt regarde, ce que Degas veut nous montrer, c'est qu'elle voit, c'est l'acte même justement de regarder. Elle voit, par exemple, sans l'aide d'un guide de musée, comme celui lu par sa sœur juste au premier plan du tableau, et qui peut proposer un discours, on pourrait dire, institué et balisé sur les œuvres d'art et sur l'histoire du musée. Donc ici, on pourrait dire que le musée représente un lieu pour l'artiste de formation, un lieu de connaissance qui serait particulièrement libre et particulièrement foisonnant aussi. Mais Cassatt n'est pas seulement ici figurée comme une artiste au travail, mais comme aussi quelqu'un qui connaît l'art, si l'on songe également et plus largement au rôle déterminant qu'elle a pu jouer dans la constitution de la collection du couple Havemeyer, qui donc est ce couple américain qui a une partie de sa collection qui intègre des œuvres de peintres français du XIXe siècle et pour lequel Cassatt a joué un rôle majeur. Je pense à ce tableau de Courbet que Cassatt a dit à Louisine Havemeyer d'acheter. Et c'est un tableau aujourd'hui qui donc a été légué au musée, au Metropolitan de New York, qui a donc intégré les collections muséales. Donc ce rôle de conseillère artistique lui a permis un enrichissement notable des musées américains en peinture française et européenne. Ce que je veux vous montrer par cet exemple un peu introductif, c'est que la notion de circulation et d'interaction des savoirs est très forte et s'associe autant à partir du cas de Cassatt à des savoirs donc pragmatiques, formels, techniques, qui vont être utiles pour sa profession d'artiste. Regarder une œuvre, observer attentivement la touche d'un artiste, les formes et les volumes, mais ça va s'associer aussi à des savoirs peut-être plus théoriques, plus historiques, c'est-à-dire aussi penser les œuvres à l'intérieur d'une histoire de l'art, penser les œuvres à l'intérieur d'une collection et écrire en quelque sorte par les œuvres une histoire de l'art contemporaine, ici dans le cas de Cassatt, puisqu'elle a plutôt joué un rôle de conseillère artistique pour la peinture contemporaine du XIXe siècle, de Courbet aux impressionnistes. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est celui de la légitimation. Alors, bien représenté justement par le cas Cassatt, ce statut un peu hybride entre savoir pragmatique et savoir historique impose ainsi de s'interroger sur la légitimité et la légitimation des savoirs. Est-ce qu'on doit prendre en compte, par exemple, dans ce projet, uniquement les savoirs légitimés par un diplôme, les savoirs de femmes diplômées, ou inclure des non-diplômés ? Un dilettantisme et un plaisir revendiqué, ou encore un projet pédagogique, on va le voir tout de suite, ne peuvent-ils pas également être des outils opportuns pour véhiculer des savoirs sur l'art ? S'en tenir pour moi uniquement au gage du diplôme serait une limite très forte, un écueil, parce qu'on va se rendre compte que les femmes vont de plus en plus, on va dire, porter leur savoir, écrire leur savoir sur des supports et à travers des discours un peu alternatifs par rapport à l'histoire de l'art telle qu'on l'entend aujourd'hui comme une discipline autonome.
On peut prendre l'exemple, le double exemple à la toute fin du XVIIIe siècle de la romancière Félicité de Genlis, qui non seulement écrit un essai sur les arts, mais choisit également les voies du roman pédagogique et du dialogue fictionnel pour parler d'art. Et je dis parler parce que justement, dans ces veillées de château, la question de l'oralité est très importante et elle parle d'art, elle écrit une histoire de l'art vraiment, et elle propose un discours critique sur l'art dans un dialogue. Dans l'un, justement, de ces romans pédagogiques, Les Veillées du Château, l'héroïne emmène ses enfants au Louvre pour voir l'exposition de tableaux. Cette sortie donne lieu à une discussion savante le soir au moment du dîner où l'une des filles ouvre d'emblée l'échange sur le sort contemporain réservé aux femmes peintres. Vont être alors abordés des points assez cruciaux, comme les questions d'émulation, d'influence, de stéréotypes à l'égard des femmes dans la réception critique de l'époque, ou encore le souhait de cantonner les femmes artistes à des genres dits mineurs, autant de critiques justement sur les attitudes conservatrices à l'égard des femmes, mais qui sont ici dissimulées dans un récit pédagogique destiné à un public de mères et d'enfants, c'est ce que nous dit le titre. Alors, dans un autre ouvrage de l'auteur, un essai sur les arts, mais qui cette fois, et c'est intéressant, n'a jamais été publié, justement, peut-être parce qu'il épouse plus directement la forme de l'essai critique, Félicité de Genlis prolonge plus nettement son envie d'écrire une histoire de l'art. Et il s'agit, me semble-t-il, mais peut-être que je me trompe, du premier exemple de ce type écrit par une femme. Cet essai repose sur la constitution arbitraire d'un corpus, à partir duquel une histoire peut être écrite. Il propose un récit chronologique en inscrivant la production artistique dans le temps, c'est-à-dire elle part de l'Antiquité pour s'arrêter à la période contemporaine, et aussi dans l'espace, puisqu'elle distingue les écoles françaises, allemandes, italiennes, anglaises et flamandes. Un échantillon précis des choix artistiques de l'auteur se retrouve dans les deux ouvrages où on le voit, elle essaie de combiner à la fois des peintres des XVIe et XVIIe siècles. On retrouve évidemment Titien, Véronèse, Poussin et Rubens, mais elle accorde aussi une large place à la peinture contemporaine du XIXe siècle où justement on retrouve un certain nombre de femmes. Rosalba Carriera, Vigée Lebrun, bien sûr, figurent à côté de David. Ce savant mélange entre son désir de voir progresser le sort des femmes, c'est-à-dire qu'elle a une vraie conscience féminine et féministe, et une ambition mémorielle plus large qui a d'ailleurs été très bien analysée par Nicole Pellegrin dans le cadre de sa pratique d'historienne, est également au cœur de son histoire de l'art, et ce bien avant justement que l'histoire de l'art n'acquiert en France un statut de discipline singulière et autonome. Donc si on choisit de réécrire, de repenser l'histoire de l'art en commençant au début du XXe siècle, pour moi c'est un problème puisqu'on oublie tous ces discours avant qui sont le début finalement de l'écriture de ces savoirs artistiques. Le deuxième point sur la sororité et les solidarités féminines, on peut partir justement de Félicité de Genlis en disant que la vocation didactique et pédagogique que donne Genlis à son discours sur l'art, tout particulièrement dans ses veillées du château, permet de penser aussi la féminité comme une manière féconde de se faire une place en tant que savante, connaisseuse, amatrice d'art, et de poser la question d'une spécificité féminine dans le regard et le jugement sur l'art. On est ici en lien direct avec ce que proposait la psychanalyste américaine John Rivière dans sa fameuse étude de cas de 1929, Womanliness as Masquerade, la féminité en tant que mascarade, où justement dans cet article, elle part du cas d'une femme, une intellectuelle justement, qui instrumentalise la féminité pour camoufler le rôle soi-disant masculin qu'elle endosse. Elle donne des conférences et donc elle part du principe que donc, c'est une fonction un peu masculine. Cette féminité, qui serait donc un masque, un arrangement, voire qui agirait comme une réaction de défense, trouve un écho particulièrement fécond dans le domaine de la critique d'art où plusieurs femmes vont justement choisir d'instrumentaliser leur sexe pour imposer leur vision de l'art.
C'est pas quelque chose évidemment que je développe voilà, toute seule. Il faut se référer aux travaux d'Ezer Belknap-Jensen pour la période pré- et post-révolutionnaire et de Laurence Brognier pour la seconde moitié du XIXe siècle, qui sont des périodes cruciales pour la critique d'art, une période d'émergence dans le cas de la période révolutionnaire et une période aussi de professionnalisation dans le cadre de la seconde moitié du XIXe siècle. Un exemple intéressant sur lequel je suis tombée au cours de mes recherches est celui du guide des dames au Musée royal de peinture, paru en 1830, que vous voyez donc à droite, et qui est un livre à vocation pédagogique. Donc on retrouve aussi l'importance du livre pédagogique, particulièrement un support privilégié par les femmes, à vocation pédagogique, et vous voyez, à destination des jeunes filles. Donc dans plus de 240 pages, l'auteur fait preuve de discernement, prend parti pour juger les œuvres, elle sélectionne les artistes qu'elle considère comme étant les meilleurs, élabore là encore une histoire de l'art par école et se positionne systématiquement sur la composition, le style de l'œuvre. Par souci pédagogique, elle construit aussi en fin d'ouvrage un lexique spécifique où elle compile tout le vocabulaire technique employé. Donc, sont développés le méplat, le clair-obscur, la perspective aérienne. En même temps, on le voit, cet ouvrage, ne serait-ce que par sa page de garde, est aussi un bel exemple d'agency dans lequel la comtesse performe une sorte d'infériorité intellectuelle, puisqu'elle prend le soin, en tout cas dans son discours au cœur du texte, de distiller aussi son opinion avec parcimonie, avec modestie. Elle n'affirme pas son discours comme étant un discours d'autorité. Déjà, elle signe son livre anonymement, et tout cela aussi dans le but de ne pas perturber les attentes et les convenances. Elle choisit aussi, vous l'avez compris, de s'adresser à un public et à un lectorat exclusivement féminin, activant une sororité qui sera aussi particulièrement efficace à la fin du XIXe siècle, dans le cadre plus militant et précis des revues féminines et féministes, ou encore chez les premières, on va dire, les galeries, les premières galeristes d'art, les premières marchandes d'art. Je pense à la personnalité de Bert Weil. On connaît son rôle dans justement l'exhumation des premiers travaux de Picasso, mais elle a également beaucoup fait pour soutenir aussi la production des femmes artistes. Donc il y a un lien aussi très fort entre les savoirs et les pratiques. Troisième point, beaucoup plus rapide, sur la scientificité, les stratégies identitaires vont s'effacer progressivement à mesure que l'histoire de l'art devient justement une discipline autonome. Et au XXe siècle, il s'agit plus de s'affirmer par son parcours académique, ses compétences, un diplôme, que par son sexe, qui n'est parfois pas toujours un atout, comme le montre d'ailleurs le parcours de Marie-Juliette Ballot, diplômée de l'école du Louvre, qui dut attendre 12 ans avant que son poste d'attaché de conservation ne soit plus un poste bénévole, mais accède à un statut rémunéré, salarié. Cette victoire, elle n'est pas très ancienne finalement, on la date de 1926, année donc de l'entrée de la première femme à un poste rémunéré dans un musée national. Marie-Juliette Ballot doit en partie cette victoire aux efforts et au soutien des féministes, Jeanne Mime notamment, rédactrice en chef de La Française, que l'on voit ici à droite, et Cécile Brunjuli, qui rendent à nouveau opératoire d'ailleurs cette notion de sororité. Ce que le parcours de Marie-Juliette Ballot montre bien également, c'est que la scientificité et le mérite deviennent moteurs pour aspirer à une place, une visibilité, une légitimité en histoire de l'art et dans les musées. Cette notion d'expertise, tout autant que la tension permanente entre l'amateur et le connaisseur, se trouve au cœur même des études portant sur les savoirs artistiques, si l'on songe notamment aux travaux de Charlotte Guichard. La scientificité porte autant sur des savoirs pragmatiques dans le cadre de ces premières historiennes de l'art, si on peut, enfin oui, ce sont des historiennes de l'art. À la fois, on a des historiennes de l'art qui vont véritablement mettre en avant justement un savoir pragmatique, relevant d'une sorte de connoisseurship. Et là, je pense au cas de Clotilde Brière-Mime, qui va beaucoup s'intéresser aux questions d'attribution, de désattribution, de réattribution des œuvres d'art,
que sur aussi des savoirs sur lesquels on attendrait peut-être moins les femmes, plus critiques et méthodologiques envers l'histoire de l'art elle-même. Et je pense par exemple à un ouvrage d'Agnès Imbert qui propose une critique marxiste de l'œuvre de David en 1936 et qui pose véritablement à l'histoire de l'art des questions sur son conservatisme. Aujourd'hui, pour conclure, en 2017, le dictionnaire critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale mentionne dans les 400 notices qui figurent actuellement sur le site internet, puisque c'est un dictionnaire en ligne, seulement, on pourrait dire, une femme ennemie, puisqu'on a une femme qui cohabite dans la notice avec son époux et une autre qui a donc une notice entière. Outre le fait d'amorcer une simple redécouverte de personnalités et de discours sur l'art peu connus et le plus souvent oubliés, s'intéresser donc au régime des savoirs artistiques portés par les femmes engage à reconsidérer l'écriture de l'histoire de l'art en réintégrant ces discours de femmes oubliées, exhumés au discours contemporain, mais aussi en analysant plus précisément l'image projetée de l'histoire de l'art comme étant une discipline plutôt élitiste, soi-disant constituée par les hommes, relevant principalement d'un savoir académique et donc postulant a priori une incompatibilité avec le féminin. Je ne reviens pas sur les travaux de Juliette Rennes et de Nicole Mosconi sur l'accès des femmes à l'éducation et à un statut professionnel. Mais on voit que féminité ne rime pas forcément avec scientificité. Alors prenons en compte une dimension très actuelle au regard du nombre massif d'étudiantes en histoire de l'art, comme de la persistance d'un certain plafond de verre dans la profession. On trouve beaucoup de femmes maîtresses de conférences, mais peu accèdent à un statut de professeur. Ce projet repose donc sur une remise en question de la masculinité supposée de l'intellectuel, comme sur une reconsidération des procédés d'occultation et de minoration de la production des femmes dans la discipline. Car proposer une relecture féministe de l'histoire de l'art n'invite-t-il pas avant tout à poser plusieurs questions relatives à la domination du masculin dans les travaux historiographiques, à la lente intégration des études de genre dans la discipline, qui se sont surtout intéressées au sort des créatrices, ou encore à la revendication chez plusieurs historiens et historiennes de l'art d'un certain conservatisme qui évite de parler de ce qui peut être qualifié, et très injustement d'ailleurs, de marginalité. Je vous remercie pour votre attention.